Bienvenue sur la chaîne YouTube WeData dans la rubrique SSC pour Sciences sociales computationnelles. Dans la vidéo du jour, nous allons poursuivre notre série de vidéos sur l'analyse statistique en finissant de présenter la structure principale de ce genre d'analyse. Dans la vidéo précédente, nous avions présenté les deux premières étapes avec quelques notions d'hygiène dans le code. Notre objectif aujourd'hui est de présenter une analyse statistique classique en moins de 25 minutes. C'est parti! Avant de débuter, nous vous recommandons d'aller voir notre série de vidéos sur les bases dans R, car il y a des éléments que nous n'aurons pas le temps d'expliquer qui sont repris dans cette série de vidéos. Cependant, vous pouvez quand même suivre cette vidéo sans cela si les détails ne vous intéressent pas. Maintenant, commençons. Pour rappel, notre recherche a pour objectif de voir si la satisfaction dans la vie a un effet sur la propension à trouver acceptable de battre un enfant. Nous faisons l'hypothèse que plus une personne est satisfaite dans sa vie, moins elle trouvera justifiable de battre un enfant. Dans la précédente vidéo, nous nous étions arrêtés à la préparation du projet de travail et à l'importation des données. Ces deux éléments avec le codebook et la récupération des données constituent ensemble l'étape de la préparation des données. Maintenant, nous débutons l'analyse exploratoire des données. Notons que cette partie peut se faire avant ou après le nettoyage des données. Nous commençons par utiliser la fonction view, qui nous permet de voir tout notre tableau de données. En ligne, nous avons les individus, en colonne, nous avons les variables. Attention, ce tableau n'affiche que les 50 premières colonnes et lorsque les données sont très grosses, cela peut ralentir RStudio. Ensuite, nous pouvons voir la structure des données avec la fonction str. Nous avons pour chaque variable à la première ligne son nom, son type, sa longueur et les premières valeurs. Par exemple ici, nous avons la variable Q50 qui est un double, donc un nombre à virgule qui s'étend de la ligne 1 à 2067 comme toutes les autres variables du tableau de données d'ailleurs, avec comme première valeur 6, 8 et 5, etc. Il existe une fonction similaire dans le package dplyr appelé glimpse, qui ne va pas prendre en compte les informations de label. C'est pratique si vous voulez éviter d'avoir trop d'informations. Note, nous aurons prochainement une vidéo sur les packages dans R. Une autre méthode très utilisée est la fonction summary qui permet de résumer statistiquement nos données. Nous pouvons même le faire sur une seule variable. Par exemple, ici, nous obtenons dans l'ordre le minimum, le premier quartile, la médiane, la moyenne, le troisième quartile et le maximum. Nous pouvons ensuite parler de la fonction printLabels qui permet d'obtenir des informations sur les labels d'une variable. Par exemple, pour Q9, nous voyons pour chaque valeur à gauche à quel label elle est associée. Nous passons ensuite à l'étape du nettoyage. Dans un premier temps, nous devons sélectionner nos variables et notre population d'intérêt. Ici, nous utilisons les crochets pour la sélection. Lorsque nous faisons ça, nous indiquons à R que nous souhaitons accéder à des valeurs dans le tableau de données. Il y a deux parties séparées par une virgule. La première partie sert à sélectionner les lignes, donc les individus. Cela se fait généralement par un test logit. Par exemple, ici, nous choisissons les personnes qui ont répondu au questionnaire sans d'autres personnes aux alentours, donc la valeur 1. On sait que 1 correspond à cette valeur, soit en observant les labels de la variable, soit en lisant le codebook. La deuxième partie sert à choisir les colonnes, donc nos variables. Généralement, la sélection se fait en utilisant une liste nominative ou le numéro des colonnes dans un vecteur. Une autre méthode viable consiste à utiliser la fonction subset, qui fonctionne à peu près de la même manière. On précise d'abord un tableau de données, puis la sélection par ligne, puis la sélection par colonne. La différence vient du fait que nous n'avons pas besoin d'appeler les variables depuis le tableau de données avec un $ pour les lignes, ni de mettre les variables entre guillemets pour les colonnes, car nous avons précisé le tableau de données en début de fonction. Note importante, lorsque nous appliquons des opérations à des objets dans R, ils ne sont jamais modifiés. Par exemple, notre tableau de données est encore complet malgré notre sélection. Pour que les changements soient effectifs, il faut les imputer à un autre objet ou au même objet. Par exemple ici dans df1 ou dfi. En lançant la fonction, nous voyons que df1 a été créé et qu'il y a effectivement moins d'observations, donc de lignes ou d'individus et moins de variables. Nous passons ensuite au changement de nom pour les variables. Dans un premier temps, nous utilisons la fonction names pour nous permettre d'afficher les noms des colonnes. Nous pouvons ensuite changer ces noms en imputant de nouvelles valeurs. En réutilisant names, nous voyons que les noms ont bien changé. Nous pouvons aussi recoder des variables, donc changer leur valeur. Dans notre tableau de données, nous avons 4 variables. Battre enfant, qui est la propension à trouver acceptable de battre un enfant, qui a des valeurs qui vont de 1 à 10. Nous avons la variable satisfaction, qui est la variable sur la satisfaction dans la vie, qui va de 1 à 10.
nous avons finalement les variables sexe et âge, qui s'expliquent en elles-mêmes. Nous voyons qu'il y a plusieurs problèmes dans ces données, car nous avons des chiffres négatifs pour les deux premières variables. On le voit à la valeur dans les minimums. Et pour le sexe, nous avons des chiffres au lieu de catégories. Nous allons donc régler tout ça. Nous commençons par la variable sexe que nous allons transformer en facteur avec la fonction factor. Un facteur est une variable avec un nombre fixe de valeurs différentes. Pour bien exploiter la fonction factor, il faut lui donner trois paramètres. Premièrement, la variable qu'on veut transformer sous forme de vecteur, les différentes valeurs que nous souhaitons conserver, toutes celles qui n'ont pas été citées vont devenir des valeurs manquantes, puis nous pouvons donner des labels à ces chiffres, dans l'ordre dans lequel ils apparaissent. Note, ces labels sont différents de ceux dont nous avons parlé jusqu'à maintenant. Retenez simplement qu'ici ce sont des noms de catégories. Dans notre cas, la fonction donne ça. Nous pouvons voir que nous obtenons des effectifs pour chaque catégorie. Nous pouvons utiliser une autre méthode. Pour cela, nous recréons df1 pour annuler nos changements, et nous avons effectivement révoqué la modification sur la variable sexe. Dans la librairie Haven, nous utilisons la fonction asFactor qui permet de transformer directement les labels en facteurs dans nos variables. Nous pouvons aussi transformer nos variables numériques en facteurs si cela nous intéresse avec la fonction cut. Cette fonction peut accepter trois paramètres. Premièrement, la variable à modifier sous la forme d'un vecteur. Ensuite, les valeurs de séparation. Puis, des labels pour les nouvelles catégories créées. Dans notre cas, la fonction donne ça. Nous transformons l'âge en trois catégories. Les personnes ayant moins de 30 ans auront la valeur jeune, les personnes entre 30 et 59 ans auront la valeur moyen, et les personnes entre 60 et 99 ans sont dans la catégorie vieux. Nous décidons de créer une nouvelle variable dans df1 appelée h4 pour cela. Nous traitons ensuite les valeurs manquantes, qui sont des réponses pour lesquelles nous n'avons pas d'informations. Par exemple, des questions non répondues ou des valeurs perdues dans la collecte des données. En lisant le codebook, nous savons que toutes les valeurs négatives sont des valeurs manquantes. Donc nous les remplaçons par NA en majuscule, car c'est comme ça que R peut les traiter comme manquantes. Nous voyons que les NA, NA en anglais sont comptés maintenant, et que le minimum des deux premières variables est désormais 1. Une autre étape importante est le retrait des variables manquantes avec la fonction NA-omit. Nous créons le tableau de données TF2 qui n'a pas de valeur manquante. Note, quand on retire les valeurs manquantes de sa douanière, nous retirons toutes les lignes avec au moins une valeur manquante dans l'une des colonnes. Nous pouvons sauvegarder notre version propre des données avec la fonction save. Elle accepte au moins deux paramètres. Premièrement, le ou les objets sauvegardés, puis l'emplacement où les sauvegarder. Sur R, il est possible d'avoir une autocomplétion pour les chemins. Après avoir ouvert les guillemets, pressez la touche Tab et vous pourrez naviguer dans vos dossiers. En pressant Tab de nouveau, vous entrez dans le dossier. En pressant Enter, vous sélectionnez l'emplacement ou le fichier. Nous mettons nos données dans le dossier Data. Toujours dans un esprit d'hygiène dans le code, nous ouvrons un script pour l'analyse. Nous le commençons par une en-tête usuelle. Nous chargeons ensuite les données. Et pour être sûr de partir sur des bonnes bases et que le script soit indépendant, nous supprimons tous les objets de notre environnement avec la fonction rm et le paramètre list. Nous rechargeons ensuite les données. Nous passons ensuite à l'étape de l'analyse descriptive. Cette partie sert à montrer comment nos variables se comportent pour nous guider dans l'analyse. Nous commençons par l'analyse univariée, qui veut dire analyse sur une variable à la fois. Nous pouvons utiliser une fonction simple comme min pour faire la moyenne du variable continue, c'est-à-dire avec des chiffres. Mais comme nous l'avons vu précédemment, la fonction summary nous informe bien plus. Nous pouvons aussi faire des graphiques, un histogramme ou un graphe de densité pour voir comment cette variable est distribuée. Pour les variables catégorielles, nous pouvons utiliser la fonction table pour compter les effectifs et utiliser son résultat pour faire un graphique en barre. Nous pouvons faire la même chose lorsqu'il y a deux variables catégorielles. Nous pouvons aussi faire apparaître des barres fines ou des boîtes. Nous passons ensuite à l'analyse bivariée qui veut dire deux variables à la fois. Pour les variables catégorielles, nous pouvons voir les proportions des catégories dans les tableaux avec la fonction propTable. Dans la première partie, nous devons indiquer notre tableau. Si dans la deuxième partie nous n'indiquons rien, la fonction calcule la proportion sur toute la population. Si nous indiquons 1, il calcule la proportion par ligne, et si nous indiquons 2, il le fait par colonne. Pour les variables continues, nous pouvons les afficher en nuage de points ou en boxplot.
Note, nous pouvons largement améliorer ces graphiques ou ces tableaux, mais dans le cadre de cette vidéo, nous nous arrêtons là. Une future vidéo de cette série présentera le package ggplot2 qui permet de créer des graphiques bien plus beaux et sophistiqués. D'autres packages permettent également d'avoir des analyses descriptives plus élaborées et feront aussi l'objet de vidéos dans cette série. Sinon, il y a toujours les liens en description de la vidéo pour les plus impatients. Nous pouvons aussi croiser les variables catégorielles et continues ensemble en utilisant la fonction aggregate. Il y a plusieurs façons de l'utiliser. Voici celle que nous proposons. En premier lieu, elle prend une formule, où nous devons indiquer la variable continue. Une formule se reconnaît à la vague dans son écriture. En deuxième partie, nous indiquons le tableau de données. Finalement, nous indiquons une fonction sans parenthèse pour résumer les données. Ce sont généralement les fonctions min pour la moyenne, médiane pour la médiane qui sont utilisées. Voilà ce que cette fonction donne pour nous. La propension a jugé acceptable de battre son enfant en fonction du sexe. Nous voyons ici que la moyenne des hommes est légèrement plus haute que celle des femmes. Nous pouvons aussi ajouter une variable catégorielle supplémentaire. Nous avons donc la moyenne des hommes et des femmes à chaque catégorie d'âge. Cela indiquerait que le sexe et l'âge pourraient jouer un rôle dans notre cas. Avant de passer à l'analyse inférentielle, nous devons rappeler notre sujet de recherche et introduire des notions importantes. Nous cherchons à voir si la satisfaction de la vie a un effet sur le fait de trouver acceptable de battre un enfant. Nous avons fait l'hypothèse qu'une plus grande satisfaction de la vie diminue la propension à trouver justifiable de battre un enfant. Dans cette perspective, la propension est notre variable à expliquer, ou autrement dit, la variable dépendante, et la satisfaction est notre variable explicative, ou autrement dit, indépendante. Ainsi, nous partons du principe que l'une explique l'autre. Les variables d'âge et de sexe sont les variables de contrôle pour s'assurer que la mesure de l'effet ne soit pas perturbée. Nous pouvons continuer. Finalement, nous passons à l'étape de l'analyse inférentielle. Le but étant de réaliser des tests statistiques pour vérifier si les différences que nous observons selon une modalité des variables sont généralisables à une plus grande population. Effectivement, nous avons seulement qu'une sous-population pour pouvoir généraliser sur toute une population. Dans notre cas, si elles existent, est-ce que les différences de la propension à trouver justifiable de battre un enfant sont généralisables à toute la population bolivienne? Puisque notre variable à expliquer et notre variable explicative sont continues, nous utilisons le test de corrélation avec la fonction corrtest. Le test de corrélation nous permet de voir s'il existe un lien entre deux variables continues et de mesurer sa force. Dans la fonction, nous devons ajouter les deux variables que nous souhaitons analyser. Lorsque nous voulons voir rapidement les résultats d'un test statistique, nous devons d'abord chercher la p-value. De manière très résumée, elle nous indique si le test est réussi. Le test est, entre guillemets, réussi si cette valeur est strictement inférieure à 0.05. Dans le cas d'un test de corrélation, une p-value inférieure à 0.05 indique un lien, voire une dépendance entre deux variables. Dans notre cas, la p-value est supérieure à notre seuil. Donc, nous ne pouvons pas prouver qu'il y a un lien entre nos deux variables, ce qui ne nous permet pas de confirmer notre hypothèse. Note, cette partie est bien plus complexe que ceux que nous venons de présenter et il existe toute une batterie de tests statistiques. Par souci de simplification pour la vidéo, nous n'en parlerons pas. Par contre, nous aurons dans un futur plus lointain une vidéo sur le sujet. Mais en attendant, vous pouvez vous informer sur le fonctionnement d'un test statistique avec les vidéos de Thierry Hansel et avoir un recensement des tests usuels avec des exemples dans plusieurs langages. Tous les liens sont en description. Si nous avions, entre guillemets, passé le test de significativité, nous aurions pu regarder le test de corrélation et voir le signe et la force de notre corrélation. Ici, nous aurions une corrélation négative, indiquant que plus la satisfaction augmente, plus la propension à trouver justifiable de battre un enfant baisse. Cependant, le lien est très faible, voire inexistant. Dans notre travail, cela nous indique déjà que nous ne pouvons pas prouver ou généraliser le fait que la satisfaction baisse la propension, même si le signe va dans notre sens. Mais nous devons quand même refaire un test en prenant en considération d'autres variables de contrôle. Le résultat pourrait changer. La régression permet de tester l'effet d'une variable sur une autre, mais en contrôlant l'effet des autres variables importantes. Autrement dit, il existe plusieurs facteurs qui peuvent influencer la propension à trouver justifiable de battre un enfant, comme le sexe ou l'âge. Ajouter ces variables au modèle permet de voir l'effet de la satisfaction de la vie, notre variable explicative, une fois que nous avons retiré les effets de l'âge et du sexe sur notre variable à expliquer. Nous voulons voir donc le vrai effet de notre variable explicative.
Note, encore une fois, c'est un sujet très complexe, mais une série de vidéos sera dédiée aux régressions. En attendant, vous pouvez consulter les ressources en description. Puisque notre variable à expliquer est continue, nous utilisons une régression linéaire avec la fonction lm. Elle accepte en premier paramètre une formule avec à gauche de la vague une variable à expliquer, et à droite la variable explicative et les variables de contrôle. L'ordre de ces dernières n'a pas d'effet sur les résultats du modèle. Ensuite, il suffit simplement d'indiquer le tableau de données. Dans notre cas, la fonction donne ça. Pour observer les détails du modèle, nous utilisons la fonction summary. L'interprétation rapide du tableau de résultats se fait de la manière suivante. Premièrement, nous observons la colonne p-value, la dernière, pour observer si nous avons une valeur inférieure à 0.05. Si c'est le cas, l'effet de la variable est, rapidement dit, interprétable sans risque. Pour nous aider dans la lecture, des étoiles sont ajoutées à la toute fin pour nous indiquer si c'est significatif. Donc si la p-value est inférieure à 0.05. Plus il y a d'étoiles, plus la p-value est basse et plus nous pouvons être confiants dans les résultats. Dans notre cas, aucune des variables n'est significative. Dans une volonté de pédagogie, nous allons partir du principe que les résultats sont significatifs et donc que les coefficients sont interprétables. Nous ne parlerons pas de l'intercept dans le cadre de cette vidéo. Nous observons donc la colonne estimate. Dans une régression linéaire, tous les résultats sont dans l'unité de la variable à expliquer. Donc ici, une échelle de 1 à 10 pour la propension à trouver justifiable de battre un enfant. Lorsque la variable est numérique, comme le niveau de satisfaction, deuxième ligne, le coefficient indique l'effet d'une unité de plus dans la variable indépendante sur la variable dépendante. Dans notre cas, ça veut dire que de passer d'une unité supplémentaire dans la satisfaction dont être plus satisfait dans la vie diminue la propension à trouver justifiable de battre un enfant de 0,06 environ sur une échelle allant de 1 à 10. Par exemple, si j'ai une satisfaction de 5 et qu'elle passe à 6, je diminue ma propension de 0,06. Par exemple, je passe de 2 à 1,94. Ce n'est pas beaucoup. Dans le cas d'une variable catégorielle, la lecture est différente. Il faut connaître la catégorie de référence puisque c'est elle qui sert de comparaison. Dans le cas du sexe, qui n'a que deux cas possibles dans nos données, homme et femme, c'est facile. Puisque la troisième ligne, nous voyons que le sexe est égal à femme, ça veut dire que les hommes sont la catégorie de référence. Dans le coefficient, nous voyons donc l'effet d'être une femme comparé à un homme. Ici, nous voyons qu'être une femme diminue notre propension à trouver justifiable de battre un enfant de 0,21. Ce n'est pas beaucoup non plus. Lorsqu'il y a plus d'une catégorie, toutes les catégories sont comparées à celles de référence. Dans la régression, il y a une ligne pour toutes les catégories de la variable sauf celle de la référence. Puisqu'il n'est pas toujours évident de se souvenir de la catégorie de référence, nous pouvons utiliser la fonction levels, qui permet de voir toutes les valeurs possibles d'un facteur. La première valeur est la catégorie de référence. Dans notre cas, ce sont les jeunes. Ici, par rapport à un jeune, être d'âge moyen diminue notre propension de 0,14 environ, et être un vieux diminue la propension de 0,11 environ. Voilà, nous avons présenté brièvement toutes les étapes d'une analyse statistique. La vidéo était trop rapide pour être complète, puisque son objectif est avant tout de présenter une structure. Mais dans cette série de vidéos, nous allons revenir en détail sur plusieurs parties pour vous aider dans l'analyse statistique. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment importer différents types de fichiers sur R. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.